Bien, lecture politique, votre émission de chaque jour, c'est dans Pro Info. Lorsque vous y entrez, la première chose, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Parce qu'ici, vous trouvez toutes les belles analyses. Moi, j'appelle temple de réflexion. Alors, on va parler avec notre invité par rapport à la nomination du Premier ministre. Après plusieurs mois, 2 mois, comme on dit, le chef de l'État nommé la Premier ministre. On va voir ce qu'il sera à mesure de faire. Et nous parlerons également de la matinée spéciale d'emploi qui a été couronnée par le chef de l'État. On parle de 6 millions d'employés et on verra répartis pour 5 ans. Et le troisième point, nous parlerons du Sénégal. Le président de la République a à peine prêté serment et voilà la nomination du Premier ministre. Mais chez nous, ça prend des mois, des jours pour qu'on y en arrive. Tous ces sujets, nous allons parler ce soir avec notre invité, M. Pascal. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors, avant de commencer, la Première ministre était au siège de l'UDPS où elle était allée, vous allez nous dire, si c'est rendre compte, tout soit te remercier, la base de ce qui a été pour sa nomination. On va d'abord suivre ce qui a été ces images et nous vous revenons juste après. On appelle ça Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Merci pour Nandenge Aponi Bamama. Comme champion de la masculinité positive. Atali, Alobi, Nakaja. Non seulement ils ont monté à UDPS, mais Nakaja UDPS, Aponi Nani. Maman. Secrétaire général Alobi. Les attaques que d'ailleurs à Wapo, donc on a combien d'ambongo té, on a mboka. On a un problème et belé. Zambe yemo kayebi tina nini atenga awa. Awa. Nada na besoin ya binonio. La paix est dans l'unité. Banguna nyo surtout balinga balinga te. Libanda. Libanda. C'est pas facile. Le sacrifice paie Kozala. Merci pour Banda, sacrifice Banda Kala. Et qu'on continue pendant parce que ça c'est que Karanaye Kambala Moko Makamebonga et comme les amants côté mais ensemble. Toko Kato Toko Longa Peto Kenomosika. Simbana, so Simbito Simbalite, Toko Kokate. Donc voilà la confiance dans mon conjoint. Bossa la confiance. Bien, M. Pascal, vous avez suivi la Première ministre à côté d'Augustin Kabouya, secrétaire général, formateur et informateur. On a vu la maman du président. Un commentaire. Waouh! Nous avons tous suivi la nomination de Madame le Premier ministre. L'expression est permise, hein? On peut dire la Première ministre, comme Madame le Premier ministre aussi. C'est la toute première fois en République démocratique du Congo qu'on ait une femme qui va, en tout cas, conduire le gouvernement. Ça a été, en fait, la promesse du chef de l'État parce qu'il avait dit il faut favoriser les femmes. C'est une bonne chose. Mais seulement, j'ai constaté que il n'y a pas eu engouement en termes de manifestation de joie lorsque les ordonnances ont été lues. Et alors que l'attente a été tellement longue. Ça a beaucoup traîné, ça a pris beaucoup de temps. Mais curieusement, lorsqu'on sort les ordonnances, ou sinon l'ordonnance, je n'ai pas senti en tout cas la manifestation de la population. Seulement, je l'ai vu chez elle, avec sa famille, avec ses proches. On l'a accueillie quand elle entrait. Et finalement, le jour suivant, elle va se retrouver au siège de l'UDPS, aux côtés d'abord du secrétaire général Augustin Kabouya, et après aux côtés de Maman Marthe, la maman du président de la République aussi, toujours avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Le message a été lancé et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a prodigué des conseils. Ce n'est pas une occasion de s'enrichir. Je crois que c'est une occasion de travailler parce que les défis sont énormes pour, en tout cas, réussir le mandat. Ça a été ainsi le message. J'ai apprécié parce que vous êtes sorti de l'UDPS, vous êtes nommé de l'UDPS, vous êtes membre de l'UDPS. Et c'est normal que lorsque la nomination arrive, vous rentrez maintenant rendre compte. N'est-ce pas? Présenter vos civilités cette fois-là au numéro 1 de votre parti, c'est ce qu'elle a fait. Pour ça, je ne peux qu'encourager.
Alors, M. Pascal, chez nous au Congo, c'est vous qui avez la parole. Ouais. Chez nous au Congo, on a tendance à subir les conséquences de partis politiques sous la gestion de l'État. Les uns parlent même d'un dialélo, comme on dit chez nous. Ça commence par Mme Judith en étant nommée en allant à l'UDPS. Bon, nous devons refuser. Nous devons refuser parce que lorsqu'on est nommé, ça veut dire qu'on est serviteur de la nation. Mais dans le cas d'espèce, elle n'a bénéficié que l'ordonnance. Elle n'a pas encore commencé le travail. Je ne vois pas en quoi on peut condamner lorsqu'elle va maintenant auprès de son parti politique. Je crois que c'est un signe de respect aussi, de reconnaissance. Mais après, elle va commencer maintenant le travail. Mais c'est à son niveau que les défis vont commencer. C'est à son niveau que nous devons maintenant ouvrir les bons pour qu'elle fasse normalement le travail, qu'elle fasse l'exception, comme nous avons dit au début. Elle est la toute première femme à occuper cette fonction de Premier ministre. Mais Pascal dit ceci, il y a deux défis pour le pays. Justement. Le premier défi, c'est la question sécuritaire. Et le deuxième défi, c'est la question économique. Pour le premier défi, je ne la vois pas encore. À ce qui concerne la sécurité, je ne la sens pas encore. Moi, Pascal, je suis celui qui a su critiquer autant de fois Gizenga, autant de fois Adolphe Muzito, autant de fois Matata Paul Augustin, autant de fois Samalou Konde sur cette question de l'Est. Tous ces premiers ministres qui ont défilé donc. Personne ne m'a convaincu. À l'époque de Gizenga, on a eu le CNDP. À l'époque de Muzito, on a eu le CNDP. À l'époque de Matata, on a eu le M23. À l'époque de Sama, on vient d'avoir le M23. Personne, aucun de ces 4 premiers ministres ne m'a convaincu. Je n'ai pas fait un engagement clair sur la question. Sur la question sécuritaire. Exactement. J'attends, j'espère que Madame le Premier ministre fera l'exception en tant que femme, impliquer tout le monde, tous les Congolais et Congolaises à la question pour que, ensemble, nous soyons à mesure de trouver solution. J'espère qu'elle sera à mesure de réviser, sinon revisiter tous les textes que le pays a signés en termes de compromission dans le cadre ici de ces différentes guerres qui se sont déclarées à l'Est. Si elle saura comprendre en même temps que c'est le Rwanda qui nous agresse et créer, n'est-ce pas, de belles stratégies pour contraindre le Rwanda. Si elle sera, à travers les services de sécurité, en tout cas, faire comme le Rwanda fait chez nous, nous infiltrer, et nous aussi nous infiltrer plutôt le Rwanda, ce sera une bonne chose. Si, comme elle est là, elle sera à mesure de comprendre qu'il faut équiper, en tout cas, les militaires, ce sera une bonne chose. Si elle va comprendre qu'elle doit travailler en intelligence avec le ministre de la Défense, pour voir clair sur le comportement des militaires, surtout les officiers qui commandent à l'Est, à la partie où il y a la guerre, ce sera alors une bonne chose. Et j'attends qu'elle fasse ce travail. Sur le deuxième volet, le volet économique, j'ai vu, finalement, c'est une dame que je ne connaissais pas au départ. Bon, elle était ministre d'État, ministre du Plan. Elle a remplacé Christian Mwando. La question des 145 territoires, le projet que personnellement, j'ai beaucoup félicité. Mais j'ai eu l'impression comme si le suivi a posé problème. Parce que, c'est vrai, il y a eu 3 partenaires. Nous avions eu, ou sinon nous avons le BCECO, nous avons le CFF, nous avons le PNUD. Mais nous avons eu l'impression que le PNUD ne travaille pas très bien. Mais l'autre impression, c'est que après le départ de Christian Mwando, je n'ai pas vu un bon suivi pour que la matérialisation soit efficiente. Alors, si à travers le deuxième volet de l'économie, comme je dis, j'ai vu son CV, en tout cas c'est suffisant, beaucoup de diplômes en économie plutôt. Si elle va me comprendre, Madame la Première ministre, le Premier ministre, si vous allez me comprendre que pour votre gouvernement ici, la priorité des priorités, après la question de sécurité, nous sommes ici dans le volet économique, il faut prioriser le ministère de l'Agriculture. Au départ, si je constate que vous ne priorisez pas le ministère de l'Agriculture, donc c'est fini, rien ne se fera. C'est déjà mal parti. C'est mal parti. Deuxièmement, vous devez prioriser
le ministère des petites et moyennes entreprises. Et c'est là, le deuxième volet de notre question, pour créer maintenant les millionnaires congolais. Tout à fait. Troisièmement, comme je l'ai toujours dit, vous devez prioriser le ministère de commerce extérieur. C'est ce ministère qui fait l'interface entre notre économie et l'économie de l'extérieur. Une économie qui est extravertie, comme on le dit. L'économie de l'extravertie, aujourd'hui, jusque-là. Alors, si ces premiers signaux ne sont pas dégagés, je dirais, moi, Pascal, que nous sommes mal partis. Mais à ce stade, nous ne pouvons que la confier ou estimer, souhaiter de bonnes chances pour qu'elle fasse le travail normalement, qu'elle appuie le chef de l'État pour que ses objectifs soient atteints. Alors, M. Pascal, peut-être avant d'embrasser le deuxième sujet, chez nous, on parle souvent que la femme agit avec le cœur, mais rare des fois, la femme agit avec la raison. Vous voyez, cette dame, Premier ministre, prend des grandes décisions pour mettre à mal l'ennemi. Avec sa nature de femme, est-ce que ça ne va pas causer un peu de soucis quelque part? Non, on ne peut pas dire ça. La femme agit avec le cœur. Comment? C'est un être comme tous les autres, comme tout homme en fait, homme avec grand H. Donc on agit, on a le cœur, chaque personne a un cœur, on a la raison, chaque personne a la rationalité, et c'est qui est normal. Donc autant que les hommes réfléchissent de cette manière, il faut estimer que la femme aussi réfléchit de cette manière aussi. Mais ici, le cœur, comme vous aviez dit, c'est lorsqu'il faut servir. Dans ce cas d'espèce-là, elle va servir. Mais le cœur face à ceux qui nous font l'agression, je ne pense pas qu'elle aura de compassion. Face aux traîtres, donc. Elle n'aura pas de compassion. Là, c'est agir pour rétablir la sécurité. N'est-ce pas? Et je crois que elle aura posé ses actes parce que ce n'est pas elle qui sera au front, n'est-ce pas? Son travail sera de bien orienter la vision pour que la paix soit rétablie à travers les FARDC qui seront au front, accompagnés bien entendu par le ministère de la Défense. On lui donne du temps, on verra bien ce que ça sera dans l'avenir. Monsieur Pascal, on va aborder notre deuxième sujet par rapport à cette matinée spéciale sur l'emploi où on parle de 6 000 employés répartis pendant autant d'années. Le président de la République était là. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Ça peut être possible. Mais simplement parce qu'elle a une autre lecture. C'est ce matin, à l'hôtel Fleuve, Fleuve Congo alors, que cette matinée sur l'emploi a été organisée où le président de la République a rehaussé de sa présence. Les propos qu'il avait tenus lors de son investiture sur la question de l'emploi. Ici, il a parlé, je pense, 6 400 000 emplois pour les 5 ans. Wow. C'est une très bonne chose. Wow. Et qui sont jeunes, qui sont Congolais, qui peut à ce jour refuser qu'on réfléchisse de cette manière pour faciliter l'emploi en République démocratique du Congo? Tout le monde ne peut que saluer. Mais je pense que ça n'avale mon point de vue. En amont, c'est comment créer un cadre qui ferait que les investisseurs viennent au pays. Parce que lorsque les investisseurs viennent et qui s'installent, ce sont eux maintenant qui vont créer l'emploi, qui vont engager les gens. Voilà pourquoi, comme le chef, toujours le chef, de très belles idées, j'apprécie beaucoup, il avait dit qu'il faut créer les millionnaires congolais. Pas longtemps, je vous parlais d'un ministère, d'un secteur, petites et moyennes entreprises. C'est là qu'il faut taper fort. Parce que jusqu'ici, nous avons la Constitution, la loi existe, où on interdit aux expatriés, aux étrangers, de pouvoir vendre en détail. Malheureusement, la vente en détail, voilà, la vente en détail est réservée exclusivement aux nationaux. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte, c'est les expatriés qui vendent aussi en détail. Si on met l'accent et qu'on tape fort, on dit à partir d'aujourd'hui, c'est les nationaux qui vont vendre en détail. Et pousser également les Congolais d'aller acheter auprès de ces nationaux. Et vous verrez que ces nationaux vont émerger, auront beaucoup d'argent et seront des grands commerçants. Et lorsqu'ils seront des grands commerçants, la conséquence sera logique. Ce sont eux qui vont engager les gens. Ça, c'est vrai. Voyez-vous? Et à ce moment-là, on aura beaucoup d'emplois. Mais ne pas réfléchir de cette manière
parfois, ça risquerait d'être un chapelet de bonnes intentions. Sinon, chacun se réjouit aujourd'hui pour avoir entendu le chef de l'État parler avec son cœur, cette fois-là, mais il n'est pas une femme, avec son cœur, avec le souci de permettre que le pays, au bout de 5 ans, soit en mesure de faire engager au moins 6 400 emplois, jeunes comme vieux. Alors, M. Pascal, vous êtes journaliste professionnel. Dans toutes vos analyses, nous avons beaucoup d'échos qui nous parviennent. On critique souvent le président de la République d'avoir des chapelets de bonnes intentions. Commençant son premier mandat, il a beaucoup promis, selon certaines sources, mais beaucoup n'a pas été réalisé. Oui. Commençant un deuxième mandat, ce sont les promesses qui commencent. Vous n'avez pas peur qu'on revienne sur ce qu'on lui a acquis au premier mandat? Non, le problème, c'est l'homme congolais d'abord. Mobutu avait dit le président n'est pas magicien. On ne peut pas supposer qu'il est partout au même moment. Mais c'est les collaborateurs, c'est nous qui agglutinons le chef. À travers l'agir, nous devons nous distinguer. C'est vrai, le chef peut dire, mais pourquoi tu fais ça alors que c'était prévu qu'on fasse cela? Il peut veiller, mais il ne peut veiller qu'à travers les rapports. Quand les rapports sont mal faits, tout est biaisé. Et donc, c'est vrai, il a sa part de responsabilité, mais nous, Congolais, nous avons également notre part de responsabilité. Prenez ne fût-ce que cette constitution. Quand vous la visitez, vous allez vous rendre compte qu'il n'aurait pas fallu avoir une telle constitution. La faute à qui? C'est à nous-mêmes. Et ceux qui ont voté la constitution. Aux intellectuels congolais. Donc. Justement, ceux qui ont voté la constitution, c'est les représentants de la population. C'est vrai, à l'époque, ils n'étaient pas encore élus. Ils l'ont voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, je crois. Mais non, ce n'était pas le président Joseph Kabila à son temps. C'était la population, les représentants de la population. Donc, nous avons, nous-mêmes, le problème. C'est vrai, il y a eu certaines promesses. Je ne sais pas, bon, moi, quand j'essaie de revisiter, souvent j'ai l'impression que tout a été réalisé, tout, sinon en train d'être réalisé. Avec un pourcentage discutable. Oui, justement, il y a eu des failles quelque part. Mais en tout cas, ce qui a été déjà, je veux dire, réalisé, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Mais l'accompagnement, j'insiste. Prenons le cas, par exemple, du ministre des Infrastructures. En quoi il peut être encore important pour servir la République? Pour ne parler, par exemple, que de la capitale Kinshasa. Pour ne parler que de la capitale de Kinshasa. En quoi même s'il peut dire, bon voilà, l'argent, les moyens, ainsi de suite. Non. Toute la voirie aujourd'hui est délabrée. Qui est responsable? D'abord lui. Est-ce qu'il sait donner un bon rapport au chef? Et donc, je crois que nous devons nous regarder en même temps. C'est vrai, le chef a sa part de responsabilité, les collaborateurs également, mais malheureusement, tout retombe sur le chef. C'est lui qui rendra compte au dernier moment auprès de la présidence de la République. Voilà pourquoi il est appelé à chaque fois à être très vigilant, à bien sanctionner, pas de complaisance, parce que les gens qui l'agglutinent aujourd'hui, il y aura un moment où ils vont s'effacer, ils vont se soustraire. Personne ne retiendra leur nom. Regardez aujourd'hui, les gens ne parlent que de Kabila. Tous ceux qui étaient autour de Kabila sont partis, se sont effacés. D'ailleurs, beaucoup se sont transformés aujourd'hui. Quand vous allez à l'Union Sacrée, ils sont là. Vous allez chez M23, vous trouvez certains. Vous allez au M23, vous allez trouver. Merci beaucoup, M. Pascal. Ils ont une autre nouvelle nature. Ils ont changé. Mais la seule personne qui ne va pas changer, que la population va fixer son regard critique, c'est le président de la République. Alors, M. Pascal, je voudrais que... Voilà pourquoi même pour les prochaines nominations ici, il faudrait qu'ils tiennent compte de cet aspect. Il faut qu'ils tiennent compte de cet aspect. Parce que si on fait un faux pas et qu'on nomme les mauvaises personnes, c'est qu'on est parti pour, je ne sais pas, au bout de 5 ans. Parce que j'allais vous demander à 30 secondes la lecture que vous pensez faire par rapport au ministre de l'économie qui s'en va parce que le gouvernement est démissionnaire. S'il faut faire le côté, par exemple, sur 10, le ministère de l'économie qui s'en va aujourd'hui, vous avez par exemple un pourcentage à donner? Le ministre de l'économie comme le ministre de l'agriculture, les deux là sont partis avec une cote 0-0. Le ministre de l'agriculture n'a rien fait, je vous le dis. 0-0, ça c'est grave. 0-0 parce que la politique de l'économie interne part du ministère de l'agriculture. 0. Je peux vous poser la question.
quel est le souvenir que vous avez du ministère de l'Agriculture? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons des terres partout, nous avons... Qu'est-ce que le ministre a fait en réalité? L'économie, c'est pareil. Qu'est-ce que le ministre de l'économie a fait? On peut garder quoi comme souvenir? Zéro. Merci beaucoup. Voilà pourquoi notre économie jusqu'ici est restée de la main tendue. Le taux, n'est-ce pas, d'échange a changé? Non. Question de vérifier maintenant la situation économique de la population. C'est déplorable. Et donc, il n'a pas apporté un quelconque prévalu pour qu'on dise, bon voilà, un effort sérieux et conséquent a été fourni, son absence peut nous inquiéter, sinon souhaiter qu'il y rentre, parce que le travail était bien fait. Je ne crois pas du tout. Alors, pendant ces temps, on parle de hausse des salaires des députés qui quitteraient des 21 000 $, comme on dit, à 33 000. On en verra dans l'avenir, mais non, ce sera très injuste. Très injuste. Et je ne sais pas apprécier cela. Si c'est vrai, parce que je n'ai pas encore lu le règlement intérieur. Les gens disent que c'est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai suivi pas longtemps. Et notre député provincial, c'est Godin Poyi, qui est revenu. Il dit que nous avons l'arriéré de 2 mois. Et il met quiconque à défi que le député ne reçoit pas plus de 5 000 $ américains. Député national. Député national. C'est ce que lui a avancé. Mais j'ai eu l'impression qu'il a menti. Parce que d'autres hier, les Léon, les Balais, parlaient de 11 000. Voilà. Ils disaient que nous avons 11 000, nous n'avons pas 21 000. Ils disaient ça. Lorsqu'on les avait acculés que vous avez 21 000. Ils ont dit non, nous on ne touche pas 21 000, nous touchons 11 000. Mais curieusement, l'autre député, qui était député provincial, président de l'Assemblée provinciale, aujourd'hui député national, pour justifier, lui dit non, nous recevons 5 000 et non 33 000. Alors il met en cause. Et ce qui a affirmé hier, le député d'hier, affirmé qu'il touchait 11 000. Et ceux qui disent aujourd'hui que dans le règlement intérieur, ils se sont partagés au montant de 33 000. Et donc, cette question est profonde, M. Pascal, parce aucun député, et eux-mêmes ne disent jamais. Même ceux qui sont partis, quand vous leur posez la question, ils ne vous disent pas ce qu'ils ne vous disent pas les montants qui touchent intégralement. C'est pas sincère, c'est pas bon. Dommage. Alors, on va parler du tout dernier sujet concernant le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays africain qui n'est pas une province de la RDC, mais quand même, il y a des exemples qui s'y passent là-bas que nous pouvons nous inspirer par rapport à leur fonctionnement au niveau étatique. Le président de la République a prêté serment. Quelques jours à peine, le Premier ministre est nommé. Est-ce que la RDC ne pouvait pas se servir de cet exemple, par exemple, pour accélérer les choses chez nous, vu l'urgence que nous avons, sécuritaire et économique, vous l'avez signalé? Voilà le problème que nous avons. C'est celle-ci qui nous pose problème, la Constitution. La très mauvaise Constitution que nous avons, que je souhaite aujourd'hui son changement, pratiquement, pas la révision. Je veux le changement de la Constitution. Moi, Pascal. Ce qui est la base de retard jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas voir, c'est à peine que nous avons la première ministre, qu'on ne sait pas voir le gouvernement, c'est à cause de la Constitution. Au Sénégal, le Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le président de la République. C'est le président lui-même directement. Donc le Premier ministre n'est pas responsable. Voyez-vous, ça passe chez eux lorsqu'on nomme le Premier ministre rapidement. C'est parti. Dans quelques jours, on aura le gouvernement. Ce qui est contrairement chez nous. Mais chez nous, la Constitution est trop lourde. Pour que le Premier ministre soit nommé, le président doit d'abord identifier la majorité parlementaire. C'est au sein de la majorité que le président doit nommer le Premier ministre. Mais pour identifier cette majorité, le président doit commencer d'abord par nommer l'informateur qui doit identifier la majorité. Mais bien que cela, le bureau provisoire, que nous appelons habituellement le bureau d'âge, lorsqu'il est institué, il a des missions qui prennent tout le temps. Tout le temps. Règlement intérieur, il faut consulter la Cour constitutionnelle par rapport à la constitutionnalité. Possible. Or, cette constitution toujours dit, le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et c'est simplement lors de la session ordinaire. Mais comment ça se passe chez nous? La session ordinaire prend fin le 15 décembre. Et c'est au mois de décembre que nous organisons les élections. Lorsque nous sortons des élections, le Parlement est en vacances. Voyez-vous, on organise un moment d'une session, comme qui dirait, extraordinaire, pour permettre que le bureau d'âge fasse son travail. Et curieusement,
le temps que le bureau d'âge doit faire le travail, ça prend encore beaucoup de temps. Et voilà pourquoi, même au moment où nous sommes en train d'échanger, aujourd'hui, on peut avoir le gouvernement, il ne sera pas installé tant que l'Assemblée nationale n'aura pas organisé l'élection de son bureau définitif. Donc, le problème, c'est la Constitution. C'est à la Constitution. Mais c'est parce qu'au regard du climat politique actuel, lorsque vous faites l'apologie de modifier certaines dispositions de la Constitution, les uns ont peur peut-être que le régime en place s'éternise au pouvoir, comme on a entendu et ça et là, mais c'est cela où ça cause un peu d'inquiétude. Non, ça veut dire que nous devons faire des choses. Il y a des dispositions intangibles. C'est nous qui devons définir l'avenir de notre pays. Ce n'est pas autre personne. C'est nous. Peut-être que les autres vont dire, mais Pascal prêche quoi? Non, je ne dis pas qu'on ne va pas respecter les mandats. Je n'ai pas dit ça. Respectons les mandats, mais rendons notre constitution souple. Qu'elle soit conforme à nos réalités. Acquittant des régimes, par exemple, semi-présidentiel, régime présidentiel. Vous imaginez, nous avons le mandat de 5 ans. Une année à 365 jours. Déjà, lorsque vous dépassez 2-3 jours, vous n'avez plus une année. Mais nous sommes en train de consommer maintenant, bientôt là, c'est le 4e mois. Vous imaginez? Donc 4 mois perdus presque. 4 mois partent comme ça. Rendez-vous compte. Pas longtemps, on parlait des infrastructures. Regardez comment la ville de Kijita est devenue. Pourquoi? Parce que le gouvernement sortant, après les élections, n'a rien fait comme travail. Le gouvernement Sama Lukonde. Le gouvernement Sama Lukonde, après les élections, a été un gouvernement observateur. Ça, c'est grave, ça. Mais parce que le travail ne pouvait plus se faire. Aucune décision ne pouvait être prise. Donc, ce temps a été un temps mort pour le pays. Alors maintenant, je crois que nous devons comprendre que j'entends certaines personnes dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il a des difficultés, il a eu des difficultés pour nommer le Premier ministre et on a des difficultés pour avoir le gouvernement. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans l'évolution des choses. À l'Assemblée nationale, il faut qu'on ait un bureau définitif, il faut qu'on ait la session ordinaire. Maintenant que la session ordinaire a déjà été ouverte, maintenant le temps à ces députés d'organiser maintenant l'élection du bureau définitif. C'est ce bureau qui va finalement investir le gouvernement. Donc on est à ce stade. Donc le responsable, le premier responsable, c'est notre constitution. Qui est à la base de notre malheur. Plusieurs mots de difficultés de fonctionnement que nous avons, c'est ici. Dans la Constitution. Alors, M. Pascal, la toute dernière question. D'ici là, si tout avance bien, on aura un nouveau gouvernement à la tête de Judith Tuluka. Vous pensez que ce nouveau gouvernement peut avoir combien de membres? Parce qu'aujourd'hui, le concept en vogue, c'est la frustration. Je veux qu'on ait même 60 membres. 60 pour que on désengorge. Vous avez suivi le cardinal. Avec toute l'économie que nous avons, M. Pascal. Le cardinal il vous a dit qu'il s'agit d'un gâteau qu'il faut partager. Parce que vous voulez qu'il ait raison. Quand on fait le contraire, il sera encore le premier à critiquer. Parce qu'il dit qu'il s'agit d'un gâteau que nous devons nous partager. Moi, je propose que le gouvernement ait au moins 60 membres pour que ce gâteau-là soit partagé par tout le monde. Et lorsque le gâteau sera partagé par tout le monde, on n'aura plus de conflits cette fois-là. Et voilà. Je parie maintenant, ensemble avec le cardinal, qui nous disent que maintenant le gâteau sera partagé, comme Pascal propose 60 membres, donc on n'aura plus de frustration. Même si on a un gouvernement à 100 membres, il y a toujours des problèmes. Et là, il oublie que nous avons la démocratie. En démocratie, nous avons la majorité lorsque nous allons aux élections, nous avons la minorité également. La majorité gère, dirige, selon, n'est-ce pas, la vision de la majorité, et l'opposition critique cette majorité parce que sa vision n'est pas conforme à celle de la majorité. Mais vous ne pouvez pas croire que les deux devront maintenant réfléchir, voir les choses de la même manière. À ce moment-là, on revient à la dictature. Donc il faut laisser la majorité diriger la minorité. Et lorsque la minorité est dirigée, et voilà, finalement, nous avons des frustrations. Et le cardinal dit que voilà, ils ont des frustrations parce qu'ils ne se retrouvent pas, parce qu'ils ne mangent pas le gâteau. Mais non, c'est pas de cette manière que nous devons caricaturer les choses. Je crois, de mon point de vue, ici, il s'agit de la nation, nous avons accepté la démocratie. Les principes de la démocratie doivent être respectés. Ok. Entre autres, ici, la question de la majorité sur la minorité. Mais la frustration ou les frustrations que vous avez là,
c'est parce que, monsieur le cardinal, les politiques que vous avez ici n'ont pas d'emploi. Les politiciens que vous avez ici sont des chômeurs, ils n'ont pas d'emploi. Ah bon? Mais vous pouvez les citer. Qu'on fasse cet exercice. Vous allez voir mon vieux Lisanga Bonganga, tout ça. Ils n'ont pas d'emploi. Ils ont leur boulot que la politique. Leur boulot que la politique. S'il n'a pas une fonction politique, il est prêt à tuer quelqu'un. Et à ce moment-là, vous dites qu'il est frustré. C'est grave. Il est frustré par rapport à quoi? S'ils avaient des travail comme nous autres, le problème ne se poserait pas. Je n'ai pas une fonction d'État, je me retire, je fais mon petit job. Mais ils n'ont pas de petit job. Mais il n'est pas ceux qui sont partis là, ceux qui ont rejoint Nanga, citez-moi un qui travaille quelque part. Il travaille où? C'est des chômeurs. C'est aux téléspectateurs de nous répondre. Mais c'est Pascal, mais cela n'exclut pas aussi que le président de la République puisse se soutirer, par exemple, dans la classe politique, dans la société civile, les intelligences, pour les associer dans la gestion de l'État. Exactement, c'est ce que j'encourage parce qu'il s'agit ici de la gestion de la nation. Il s'agit de la gestion de l'État. On ne gère pas l'UDPS, on ne gère pas une famille. Il s'agit de l'État. Pour l'État, je dis qu'on doit tenir compte des meilleurs d'entre nous, les fils du pays, qu'on soit à la société civile, qu'on soit à l'opposition, qu'on soit au pouvoir. Et ça, on appelle la démocratie consensuelle. Cette étape vient après la démocratie électorale que nous avons organisée, sinon majoritaire. Mais cela, c'est au choix du chef de l'État de pouvoir apprécier. Mais ce n'est pas parce que le chef ne vous a pas encore choisi et vous dites, moi, je suis frustré et je vais prendre les armes. Prendre les armes n'est pas constitutionnel. Ça, il faut condamner. Aucune disposition de la Constitution, ni l'article 64, aucune disposition de la Constitution permet à un citoyen congolais de prendre les armes contre ce pays. C'est révolu. Ça, il faut condamner. Lorsque j'ai entendu le cardinal dire, je me suis posé la question, monsieur le cardinal, est-ce que seulement pendant les homélies qu'il faut s'adresser au chef de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas de canaux que vous pouvez lui rencontrer pour lui dire que tel aspect des choses, ça ne marche pas? L'émission est terminée. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé les images, dites merci à Augustin Kapouya